On m'a souvent demandé quelle est la recette miracle de la vente. Donc écoute, je vais pour toi et en exclusivité sur tout, je vais la dévoiler. Il faut rêver et il faut rêver très 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 fort. Il n'y a que les morts qui rêvent plus. Est-ce que tu as envie de rester et faire ce que tu fais encore 10 ans ou est-ce que tu as envie de changer quelque chose qui va changer ta vie sur les 20 prochaines années? Okay. C'était un bon closer. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le 8e épisode de notre saison 3, j'ai le plaisir de recevoir Yvan Smets. Yvan est le premier employé de Snowflake Europe du Sud, puisqu'il a créé leur bureau parisien en 2017. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Snowflake, c'est tout simplement la plus importante introduction en bourse de l'histoire pour une société de logiciels. Alors au programme de cet épisode, on va parler de vente complexe, de cycle de vente long, mais aussi de l'importance de la data, et enfin, comment créer une équipe de A-players, comment les recruter, les former, les fidéliser, et leur permettre de surperformer dans le temps. Hello Yvan, comment vas-tu ? Bonjour Julien, écoute, très très bien, merci pour l'invite. On est ravis de te recevoir. Alors en intro, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record, comment tu es tombé dans la vente ? Ok, alors entièrement par hasard, donc j'ai une histoire qui n'a absolument rien à voir avec la vente. Je suis ingénieur agroalimentaire de formation, je suis spécialisé d'un côté dans les process, je faisais de l'ISO et de la mise en place et de l'optimisation d'organisation. Ouais. Et de l'autre côté, je suis spécialisé en fait dans les techniquement parlant, dans les produits à fermentation. Donc j'ai fabriqué de la bière, du fromage, du vin dans ma carrière. Alors comment j'arrive dans la vente ? Pour faire une avance rapide sur ma vie, je sors de l'armée, je cherche un boulot, ils cherchent des moutons à 5 pattes dans mon industrie, des jeunes qui sortent de l'école et qui ont 10 ans d'expérience dans l'aéronautique, payés au lance-pierre. Et puis c'est 99, on est court en ressources sur l'informatique, le grand boom de l'an 2000, et donc toutes les sociétés de services proposent des cursus aux ingénieurs, entre 3 à 6 mois pour être formés. Et donc moi j'étais un geek à l'époque où le mot n'existait pas dans ma jeunesse. Donc et puis j'avais fait pour mon mémoire de fin d'études, j'avais travaillé sur des sujets assez techniques dans lesquels j'avais appris la programmation tout seul et je me suis dit je suis pas plus bête qu'un autre, allons-y. Ok. Je fais le circuit, je travaille pour une boîte, à l'époque c'était Bull Service, je suis placé en prestation chez EDF, où je travaille en fait sur des outils d'administration de BMC, je deviens expert national sur le sujet en 3 ans. Ok. Et puis en sortant, je me dis c'est bien, mais j'ai envie d'autre chose. Et là, je trouve un petit cabinet de conseil qui faisait que du BMC et qui lui me recrute en disant tu vas développer cette activité-là. D'accord. Donc je fais ça, puis je me retrouve à prester en permanence. À l'époque, BMC était en pleine croissance, il manquait de monde, et donc il me propose de rentrer, et là j'ai fait tous les postes. Donc j'ai fait formateur, j'ai fait consultant, chef de projet, avant-vente. Okay. Et puis c'est là que ça commence à devenir rigolo. J'accompagne tous les sales et je découvre que pour moi les sales c'était quelque chose de mystique. Et je découvre un univers que je connais pas, avec beaucoup de conquêtes, beaucoup de challenges, et ça m'excite énormément. Okay. Et en même temps, je considère que les sales, c'est des énormes feignasses qui passent leur temps à parler de leur montre ou regarder le catalogue de voitures, qu'ils vont déjeuner avec le client et que finalement, c'est moi, avant-vente, qui fait tout, la vente, les éléments. Donc je me dis, mon temps est venu, donc je lève la main, je passe tous les entretiens, et puis je fais tout le circuit, et je passe sales spécialiste. Donc je porte un produit, j'accompagne les commerciaux sur le sujet. Donc là, je commence à découvrir un peu l'envers du décor, mais pas totalement. Et donc je me dis, je veux vraiment être sales, et assez rapidement, en 6 mois ou moins d'une année, en fait, on me propose de passer account manager, et là je deviens officiellement sales. Et là, on me donne un territoire, donc en moyenne, les gens, ils avaient 20 comptes. Moi, j'en avais à peu près 800, donc j'avais la poubelle de la boîte. J'avais un bureau
dans l'open space des sales. Okay. J'avais mon costume, ma cravate, un téléphone. À l'époque, c'était le début du BlackBerry. Donc, je me sentais extrêmement fier. J'ai commencé à téléphoner au premier numéro. T'as envoyé des BBM. Voilà. Et puis, j'ai commencé à comprendre, en fait, ce qu'il y avait derrière le métier. Et puis, derrière, je passe Global Account Manager. Le mythe de BNC, c'était on vendait de la technique à l'IT. Et en fait, notre mythe, c'était il faut vendre au métier. Il faut vendre au métier, c'était le Saint Graal. Donc, quelque chose comme 2013, je me dis, c'est le moment de bouger. J'ai fait un peu le tour de la solution. J'ai fait un peu le tour en tant que gamme. Donc, il y a mon ancien mentor qui est le CEO qui est le CRO aujourd'hui de MongoDB, Cédric Pêche, qui était parti et qui me dit, écoute, on est en train de faire quelque chose dans une boîte qui s'appelle Bazaar Voice, c'est autour du digital commerce, du web marketing. Est-ce que tu as envie de rester et faire ce que tu fais encore 10 ans ou est-ce que tu as envie de changer quelque chose qui va changer ta vie sur les 20 prochaines années? C'était un beau closer. Donc je me dis, écoute, c'est le moment est venu et puis je vais là-bas. Donc je fais le boulot de sales, je découvre un tout nouveau univers, puis je passe manager, VP Europe du Sud. Et puis là, je fais le bilan de ma carrière. Je me dis, il y a qu'une chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai toujours été dans des parcours qui avaient été balisés pour moi avant. Mais est-ce que je suis capable, de partir de zéro, de créer et de lancer une activité. Et donc, avec, à l'époque, mon patron qui est Thibaut Serrol, qui était lui qui a ouvert Snowflake en Europe, on cherchait, donc j'ai eu l'occasion de faire un podcast là-dessus, chercher sur le marché quelles pouvaient être les boîtes et pourquoi ces boîtes-là. Et donc Snowflake. Et puis voilà, novembre 2017, je signe mon contrat fin août, quelque chose comme ça. Et puis novembre 2017, premier employé, un bureau. Je viens avec un sales que j'avais avant et un premier prix sales. Et puis l'aventure démarre. Bon, génial. Alors, quelle est la proposition de valeur justement de Snowflake? Alors, Snowflake, c'est une solution en SaaS, donc c'est un service qui permet, si je fais extrêmement simple, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier, de récupérer les données de toutes les sources, quelles que soient les volumétries qu'elles sont, de les traiter, de les préparer et de les mettre à disposition à toutes les personnes de l'entreprise, quels que soient leurs usages, depuis du reporting de base jusqu'aux mots un peu complexes comme data science, des algorithmes de prédiction, en tout cas tous les usages du métier. Notre lettre de mission, c'est de permettre à chaque entreprise d'être éclairée par la data, si j'évite l'anglicisme. Et j'aime bien cette éclairée par la data, c'est-à-dire c'est pas la data qui décide, c'est la data qui apporte un regard, une information et qui permet de prendre les bonnes décisions pour la bonne personne au bon moment. Très clair. Qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ça vient du produit. Le produit est bien conçu. Les concepteurs, c'est 2 Français qui ont construit 3 moteurs de base de données précédemment chez Oracle. Qui ont rencontré à l'époque ce qui s'appelle le big data, donc toute cette vague de déferlante de data qui venait avec les réseaux sociaux, avec les mobiles, et puis qui ont fait naître Snowflake, d'une part de la frustration de leur ancienne plateforme à ne pas pouvoir supporter ces nouveaux cas d'usage, du problème commercial de Oracle dans lequel on en était à rançonner les clients, et puis du big data qui était de l'autre côté, lui, avait une promesse technique, mais un coût prohibitif et une complexité énorme. Et donc, ils se sont dit, on va construire quelque chose, bénéficiant à l'époque du cloud, qui était émergent. Et on va repartir d'une feuille blanche pour faire un pont entre les problèmes d'hier et d'aujourd'hui, et qu'on puisse démocratiser la data. Donc, l'architecture est entièrement nouvelle, les différenciateurs, tout est nouveau dans cette plateforme. Deuxièmement, il y a un choix qui a été extrêmement critique, c'est de dire, on va faire un paiement à l'usage. Donc on va dire les clients, réellement, c'est comme un plein d'essence. On paye à l'usage. Au temps de calcul, on paye à la seconde après la première minute. Comme une MobiCard, mais dans l'univers de la data. Ce qui permet, à une start-up précise d'avoir le même spectre fonctionnel et d'avoir une facture à 1000 balles à l'année qu'une entreprise qui est dans un grand groupe international qui va nous payer à 100 millions à l'année. Voilà. Donc ça, et puis un troisième point, c'est l'exécution. Voilà. On est parce qu'on est un paiement à l'usage, on est rentré en bourse, tu parlais de cette énorme introduction, et nous, on a un modèle différent. On ne reporte pas ce qu'on vend, on reporte ce que le client consomme. Et nous, en tant que commerciaux, mes équipes, elles sont payées sur ce que le client il consomme. Donc, si je lui vends trop, l'an prochain, mon quota, il est taillé sur ce que je lui ai vendu. Et je fais un petit parallèle. Quand j'étais dans l'agroalimentaire, on avait une unité qui fabriquait des baguettes. En fait, t'as d'un côté de la chaîne, t'as des gens qui fabriquent les baguettes, et de l'autre côté de la chaîne, t'as les gens qui les ensachent, qui les mettent dans les sachets.
Et ceux qui fabriquent des mauvaises baguettes, des mauvaises tailles, qui respectent pas, c'est un enfer en fait à l'ensachage. Au bout de la chaîne, bien sûr. Qu'est-ce qu'on faisait en fait quand on faisait des process pour optimiser? L'équipe du matin qui faisait de la merde, et ben on la mettait à l'ensachage l'après-midi. Et donc, elle voyait... Le problème se résolvait tout seul. Se résolvait tout seul. Et ben aujourd'hui, tu as tellement d'univers dans la vente où les gens essayent de vendre, et puis une fois qu'on a vendu, on s'occupe plus de rien. Personne veut délivrer. Personne veut délivrer. Les clients, en fait, ils sont saturés. On les rançonne si on leur dit tu rachètes pas au-dessus, même si t'as pas déployé, tu auras plus tes conditions commerciales. Chez Snowflake, cette obligation en fait que le client il l'utilise et l'utilise à bon escient, ça nous oblige à arrêter de discuter, d'être sur les réseaux et de dire pourquoi on est meilleur et de s'intéresser à 100% à nos clients et d'être toujours au quotidien pour le meilleur et pour le pire. Ok, top. Alors vous êtes leader aujourd'hui sur le marché. Dans le sport, on dit souvent que le plus dur c'est de devenir numéro 1. C'est pas de devenir numéro 1, pardon, c'est de le rester. Comment tu fais justement pour rester leader sur un marché qui bouge vite? Alors, premièrement, c'est d'abord le produit. C'est-à-dire que, on dit souvent le verre est dans le fruit, mais la qualité aussi est la même. C'est que l'architecture de Snowflake a été pensée dès le début comme une plateforme qui évolue. Et donc aujourd'hui, on ne fait que ajouter sur les fondamentaux qu'il y avait dans la plateforme. Donc, nous aujourd'hui, en termes d'innovation, là où par exemple nos concurrents doivent racheter des boîtes et se posent la question, est-ce qu'on fait une intégration marketing sur des slides avec 2 belles flèches, puis derrière on va avoir des intégrateurs qui vont démultiplier les délais et les coûts de mise en œuvre de la solution. Nous on ne fait que rajouter des modules et le client c'est instantané. La nouvelle feature elle s'active, c'est un service te disait, en une semaine une nouvelle feature, le client en bénéficie. Vous les développez vous-même. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est avec l'évolution du marché, pour rester au plus près du client, on s'est verticalisé. Donc en même temps, en termes de go-to-market, on s'est mis au plus près du client et on a commencé à penser, ok, un client aujourd'hui, il a un écosystème, et ça c'est un conseil pour tous les acteurs, c'est de se dire, quand mon écosystème, il y a plein de différenciations, moi je suis dans un processus de vente, mais il faut jamais oublier qu'en face, le client il est dans un processus d'achat. Et dans son processus d'achat, il a une phase qui est, c'est quoi mon besoin, et puis c'est quoi les options qui s'offrent à moi pour répondre à ce besoin. Quand il a pléthore de solutions, celui qui, au lieu de mettre en avant des features techniques, va partir de son besoin et lui dire, si tu as telle problématique, voilà ce que je mets en place dans ma solution pour y répondre, celui-là va gagner de la crédibilité. Donc un gros de nos sujets a été plutôt au début, la solution, elle était tellement discriminante techniquement, en fait, les techniques l'achetaient d'eux-mêmes. Avec l'amélioration de la compétition, et puis au moins son rattrapage du message marketing, il faut qu'on fasse ce pas supplémentaire, ce qu'on a fait en verticalisant nos équipes et en se disant, un banquier, un commerçant, un constructeur, la data c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans son métier? C'est une fraude, un risque de crédit, c'est en fait de la maintenance prédictive, c'est une supply chain et une interruption de livraison. Voilà. Donc il a fallu se mettre à sa place et décliner les équipes, et puis derrière le plan de formation, et puis derrière le suivi et l'ajustement de tout ça. Ok, hyper intéressant, tu fais ma transition. Tant qu'on a posé le décor, on va rentrer dans le cœur de ta machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé commercialement parlant? Tu as commencé à nous dire que vous étiez verticalisé. Concrètement, vous êtes combien et organisé comment? Encore l'an dernier, on devait être à peu près une douzaine de commerciaux séparés en 2 équipes. Une équipe qui était, grand compte avec 26 comptes du CAC 40. Et puis derrière, une autre équipe qui avait tout le reste du marché, depuis les grands comptes jusqu'à la limite des télévendeurs qui gèrent des comptes qui sont inférieurs à 200 personnes. Donc, on avait une pyramide qui ressemblait à un sumo avec un très très gros corps d'un côté et une toute petite tête en haut. Et on a basculé cette année, donc on a fait 2 choses. D'abord, la France est devenue un marché stratégique de Snowflake en Europe, parmi les 3. Donc on est devenu une région et on est un peu plus d'une cinquantaine de commerciaux. Donc on a multiplié quasiment par 4,5 la taille des équipes. Et au passage, on a verticalisé. Alors, on a déjà verticalisé au départ par cluster. Il y avait des regroupements de verticales qui faisaient sens. Et en fait, il y a des verticales qui marchent tellement. Par exemple, le transport, ça cartonne. L'industrie de la banque, en ce moment, ça cartonne. Donc, encore une fois, on a rééclaté. Et cette fois-ci, on a fait des verticales avec des équipes dédiées. Et comment tu passes en un an d'une équipe de 12 à 50 personnes? Tu démultiplies. Donc, la première chose, c'est que tu recrutes
Alors, on parlera après, hein, il y a beaucoup d'excellents podcasts que j'ai écoutés, et même si c'est parfois pour des PME, c'est exactement la même problématique dans un grand groupe. C'est répliquer, c'est aller vite, c'est qu'est-ce qui marche bien, comment je processe, comment je fais un playbook. Alors le playbook, en tout cas, comment je fais je capitalise sur la connaissance et l'expertise de ce qui marche bien chez moi, je le formate et ensuite je le réplique. Donc on avait déjà beaucoup travaillé au départ, tu parlais des players, on en parlera plus tard sur qu'est-ce que c'est que le player, qu'est-ce qu'on veut recruter. Donc on avait déjà tout l'ADN, on avait déjà tout le circuit de formation, on a recruté la même chose du côté des managers, et puis chaque manager, si tu recrutes 5 managers, chaque manager a la mission de recruter entre 5 et 7 personnes. Okay. Donc voilà comment t'accélères. Comment tu répliques. Ok, hyper intéressant. Et c'est quoi votre ADN sales, votre culture sales? Alors, je te disais tout à l'heure, nous, on fait d'abord du B2B. On vend à des entreprises. La deuxième, c'est qu'il y a 2 grands marchés. On peut diviser la vente en 2 grandes choses. La demand generation et le demand fulfillment. Le demand fulfillment, c'est ce qu'on appelle le marché de commodité. C'est-à-dire, le besoin, il est formalisé. Tu as besoin d'un stylo, tu as besoin d'un PC. La spécification, elle est là. Tout ce qui joue, ça va être le service et le prix, et c'est tout. Tu peux même passer par une marketplace. Tu publies sur un logiciel, on envoie la vente. Il y a peu de valeur ajoutée du vendeur. De l'autre côté, demand generation, c'est tu vends de l'innovation. Le client ne sait pas qu'il a un besoin ou il ne sait pas que tu peux y répondre. Je sais que vous aimez bien les bouquins, il y en a un qui revient tout le temps, c'est Challenger Sales. Plein d'aspects de la vente et de la technique. Mais il y a un point qui était très important, c'est qu'il avait formalisé et qui disait sur toutes les méthodes de vente, quand c'est sorti 2007, 2008, quand c'est sorti, ça fait 20 ans qu'on base les méthodes de vente sur le fait que les clients, c'est ce qu'ils veulent. Et s'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et j'écoutais un podcast, là, il y a 2 jours, en fait, entre McKinsey et puis Thomas Kurian, qui est le CEO de Google, de Google Cloud, et qui disait « Customers are good to express what they want, but not what they need ». Donc, ils sont très bons à exprimer ce qu'ils veulent, mais pas ce dont ils ont vraiment besoin. Et ça fait écho à la phrase de Ford, qui disait « Si j'avais attendu les clients pour inventer l'automobile, ils m'auraient demandé des chevaux qui vont plus vite. » C'est ça. Voilà. Donc, dans ces cas-là, quand tu fais ça, tu as tout un sujet qui est avant même de vendre. Tu as aidé le client à formaliser son besoin. C'est Derrida, le philosophe, qui parlait de la déconstruction, ou en tout cas les idées reçues. Il faut d'abord lui dire, ok, revenons en arrière, essayons de creuser derrière ta demande explicite de fonctionnalité, quel est ton besoin d'entreprise, pour ensuite reconstruire avec lui et lui dire qu'il existe une autre alternative ou un autre moyen d'envisager la chose avant de rentrer dans le cycle de vente. Donc voilà, donc nous, notre métier, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment cette demand generation, de former et d'aligner toute notre méthode de vente sur cet enjeu-là. Donc d'avoir une culture sales aussi qui va dans cette lignée du challenger sales, qui pose des bonnes questions, qui sont des questions ouvertes, qui vont ouvrir le prospect et lui permettre d'évangéliser derrière. Tout à fait. Alors il y a milliards de podcasts ou d'éléments sur le MEDDPIC, qui est une méthodologie plus de qualification, mais le premier sujet, c'est être audible ready, et audible ready, derrière les questions ouvertes, le spin selling, tout ça, c'est des méthodologies de découverte, mais faut réfléchir en psychologie, didactique, maïotique. Tu poses des questions et les gens doivent trouver la réponse eux-mêmes ou doivent arriver à ça. Donc, ça nécessite que tu aies de l'expertise, ça nécessite que tu aies de la crédibilité. Exactement. Je dis toujours, ça c'est de la méthodologie. Quand vous avez un entretien avec un client ou un prospect, vous avez un débit et un crédit de crédibilité. Vous avez un compte de crédibilité. Débit, très juste. Chaque fois que vous posez une question, vous enlevez au débit. Qu'est-ce que vous lui donnez en échange pour qu'il vous recrédite et qu'il vous autorise à poser une question supplémentaire? Donc avant d'aller à poser ce qu'on appelle les tough questions, les questions critiques, avant d'avoir le droit de dire quel est votre budget, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe pour vous, Julien, si vous ne faites pas ça dans ces délais et que vous le mettez mal à l'aise, il faut d'abord lui avoir apporté beaucoup de valeur. Et donc cette valeur, c'est dans la recherche, dans la préparation, recherche des précédents chez moi, recherche de sa situation, recherche de la personne. Et donc on est, quand tu parlais des cycles longs, ça prend du temps. C'est pas
C'est pas un fichier qui est prêt comme dans la télévente chez Orange, enfin chez France Télécom dans les grandes années, avec bonjour monsieur, oui, on prend le bottin, on commence au premier numéro, on a 3 minutes pour fermer la vente et s'en aller. Rien que cette phase de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de construire cette crédibilité et d'avoir le droit de poser des questions pour commencer un cycle de vente, ça peut prendre, chez certains grands comptes, quelques mois. Ok. Moi, j'aime bien justement, il y a des questions, c'est intéressant ce que tu disais justement sur le débit de crédit, il y a des questions aussi qui t'amènent du crédit. Les questions qui font réfléchir ton prospect ou ton client parce qu'on lui a jamais posé ou il se l'est jamais posé cette question-là. Moi, je trouve que c'est les meilleurs rendez-vous sont ceux où en fait tu passes ton temps à faire des découvertes et 70% du temps c'est tu aides le client à réfléchir et 30% du temps t'apportes la solution à la fin et là la vente est faite quoi. Alors, moi j'aime bien en tout cas les commerciaux qui ont 2 oreilles et une bouche. mais ce que tu me dis, c'est ce qu'on explique à nos. Enfin, moi, je fais une Sales Academy, donc j'ai 2 jours avec les sales dans lesquels et on fait après des development sessions, en tout cas des sessions de développement sur des points très particuliers de l'art de la vente et du processus. Et dans dans cette Sales Academy, on commence juste par, on enlève les idées reçues que vous pourriez avoir sur la vente et c'est le premier point. Le premier point, c'est le meilleur vendeur n'est pas celui qui parle, mais celui qui écoute. Point 1. Point 2, on va dans le détail parce qu'à la fin, c'est comme dans les négociateurs, quand on est dans des grands comptes, on est comme dans de la négociation critique, quand il y a des otages, où on a pas mal de techniques, en tout cas, qui viennent de ce point-là, il y a un gros sujet psychologique. Donc, par exemple, on est vendeur, on n'a pas la crédibilité d'un consultant. En France, encore pire, on porte à la fois une casquette de vendeur, donc on n'est pas écouté. Donc c'est pas la peine de dire au client, je le dis toujours à mes équipes, c'est pas la peine de dire vous avez besoin. Vous n'avez pas la légitimité pour dire au client vous avez besoin. Ce que vous avez, c'est une autre base de clients, une expertise, et vous pouvez dire j'ai observé chez tel client et tel client ceci, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parce qu'en psychologie, si tu dis à quelqu'un, et ça c'est, je sais plus comment il s'appelle ce syndrome, si tu demandes à quelqu'un est-ce que vous avez mal, le premier réflexe c'est une défense psychologique, c'est dire non, pas du tout. Alors que le mec se tord de douleur, ou en tout cas que ça brûle derrière lui, il va dire non, tout va bien. Donc il y a des techniques aussi. La première question qu'on pose, c'est... On le prend perso en fait, on le prend... Bien sûr, et on le prend comme une attaque. Voilà, et dès l'instant où on est dans une attaque, il y a un conflit. Un vendeur ne peut jamais avoir de la crédibilité s'il attaque le client, il n'a pas cette légitimité. La légitimité, c'est les bons clients qui sont dans la même situation que lui, qui ont résolu le problème au travers du tien, et tu les fais. Voilà, ce meilleur client, il a atteint 10%, vous voulez 5, il est passé par tel état, il a eu quel bénéfice, qu'est-ce que ça vous inspire? Et on déroule là-dessus. Voilà. Yes. On est bien alignés. Moi, j'irais même plus loin quand tu disais, j'apprends à mes sales à bien écouter. Moi, je leur apprends à pas juste bien écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. Et toute la différence, elle est justement dans la notion de, en fait, il y a des sales qui cherchent à toujours avoir raison, à avoir le dernier mot. Ça marche pas en vente. En tout cas, en vente complexe, en vente de valeur ajoutée, c'est le b.a.-ba. Alors, maintenant, on va parler un peu du sujet des A-players et en commençant par le commencement. Comment tu les recrutes et à quoi tu es attentif en recrutement? D'abord, quand on fabrique des A-players, c'est comme quand on fabrique des forces spéciales dans l'armée. C'est une élite parmi un groupe. C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a des gens et là-dedans, il y a des gens qui ont des spécificités qui vont former une élite. Quand on est commercial et qu'on a des petites transactions à faire et un petit objectif, mais quand on va devoir attaquer un compte, parce que c'est ça, il s'agit d'aller attaquer, quand on va attaquer le secteur bancaire, qu'on n'a encore aucune référence dans la région, qu'on est dans une équipe et qu'au maximum on a 3 ressources, c'est grosso modo aller attaquer le Mont Blanc ou la Napurna avec un piolet, un sac à dos et un Sherpa. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Et que s'il faut 12 mois pour conquérir la première affaire et rentrer, il en faut un mental d'excellence pour être capable de gérer la chose dans la continuité, de comprendre la complexité des gens, de comprendre l'écosystème. Quand on est dans une petite boîte et qu'on a un CEO, assez rapidement, c'est sa boîte, s'il fait pas ça, ça marche pas, les gens sont assez transparents, il y a 3 interlocuteurs pour avoir la discussion. Quand on est dans une grande boîte, il y a plein d'étages intermédiaires entre deux, et puis il y a un agenda politique ou il y a un agenda personnel qui se greffe. Parfois, des gens vous disent l'inverse de ce qu'ils pensent, parce qu'en fait, ils veulent pas s'avancer, pas s'exposer, ou ils ont un plan qui est différent. Et donc là, il faut beaucoup de méthodologie pour à la fois confronter ce qu'on voit
avec ce que les gens disent. Et ensuite, faire des déductions. Je dis toujours, votre métier, c'est un job d'enquêteur. Vous arrivez sur un lieu du crime, il y a un cadavre, il y a un mégot avec un peu de rouge à lèvres dessus. Et ben, il va falloir remonter toute la file jusqu'au bout. Et vous partez avec ça. Voilà. Donc, je reviens à ce sujet de les players. Il y a d'abord les rechercher avec des caractéristiques clés. Ok. Qu'est-ce qui va les attirer pour les recruter? Et ensuite, avant même de les retenir, c'est comment on les émule. Ok. Je pense que c'est le plus clé. Donc, premièrement, il faut regarder l'ADN. Okay. Un chasseur, pur chasseur, il y a des caractéristiques qui sont communes à tous les chasseurs. Qu'on soit sur de la vente simple ou de la vente complexe. Simplement, sur de la vente complexe, il faudra rajouter un certain niveau de sophistication, un certain nombre de qualités supplémentaires pour arriver à gérer des choses. Donc, on regarde d'abord l'ADN. Et après, je te dirai comment on analyse ça dans les entretiens. Mais les deux premières choses, je vais dire, les plus importantes, ça va être le caractère et l'intelligence. Ok. Parce que c'est les deux choses que tu peux pas développer dans le cadre d'un circuit de formation. C'est-à-dire que quand tu engages un vendeur, au maximum, tu peux tirer 15% de son temps, 20% de son temps en formation. Okay. Si pour arriver au niveau où tu dois dépasser ça, il passera pas assez de temps à faire la vente, il aura pas les objectifs, il sera pas au niveau de productivité, et donc ça va l'impacter lui, t'impacter toi, parce que le temps que tu passes avec lui pour l'amener, c'est pas celui que tu passes avec les autres. Donc il faut d'abord au départ que les mecs soient suffisamment intelligents, donc ça se situe déjà sur leur niveau d'éducation, sur leur CV. Et ensuite ce qui est très important, c'est le caractère. Ok. Il faut des gens qui ont un fort caractère. Alors moi je parle souvent et le caractère, c'est tout l'ensemble des caractéristiques humaines qui va faire qu'on se souvient de vous. Je dis souvent, je parle du halo. Qu'est-ce qui se dégage de vous quand vous êtes en société, dans un groupe? Qu'est-ce que les gens pensent de vous dans les 15 minutes où vous êtes sorti de la pièce? Qu'est-ce que vos amis disent de vous, comme ça? Est-ce qu'on vous a oublié dans les 5 minutes où vous avez fini ça, ou en fait les gens se souviennent encore? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux qui vend de la respectabilité? Est-ce que vous êtes quelqu'un de sympa et d'amusant? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'à l'écoute? Et derrière ce caractère, c'est tout un ensemble de caractéristiques. Donc il y a ce que vous amenez humainement, et de l'autre côté, c'est l'énergie. Parce que quand on fait et c'est un point important, c'est un des éléments clés en fait chez les e-players, c'est cette énergie, elle va alimenter deux choses. Elle va alimenter l'opiniâtreté et elle va alimenter la curiosité. Faut être curieux pour bien enquêter, pour bien comprendre. Quand vous avez 50 personnes et que ces 50 personnes elles vous disent quelque chose de différent, qui a la vérité et avec qui il faut travailler, faut toujours poser la question et pourquoi, et ça sert à quoi, et lui il m'a dit ça et pourquoi ça, en interne comme en externe. Les meilleurs sales, ils passent leur temps. J'ai des sales là aujourd'hui qui sont excellents. Je pense que 10 fois par jour, ils me regardent, ils se mettent à côté de mon bureau avec leur PC et ils s'assoient et j'ai pas 2 secondes qu'ils posent le PC devant moi et disent « relis mon mail, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Tiens, j'ai vu ça, le client m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, c'est curiosité si elle est pas innée et si elle est pas... Et c'est une première caractéristique d'un entretien. Un bon candidat, c'est lui qui drive l'entretien, qui me pose des questions. Si les mecs disent « Ah, je vais vous raconter mon parcours, est-ce que vous avez des questions pour moi ?» Le truc est plié. Le truc est plié. Ouais. Et après, je dis toujours, on juge les gens aux questions qu'ils posent et pas aux réponses qu'ils donnent. Donc si le mec me pose une question de « C'est quoi le quota ? Combien de sales ont fait l'achievement cette année ? » Et puis, au fait, est-ce qu'on a des reçus et des tickets restaurants ? C'est plié. Si le mec me dit « Écoutez, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé... pourquoi Snowflake est meilleur que lui? J'ai regardé, j'ai vu 3 acteurs. Vous êtes en haut du Gartner, je comprends pas. Vous êtes deuxième. Pourquoi alors que vous étiez premier? Comment vous avez géré? J'ai lu une annonce derrière. Challenge yourself. Si on pose ces questions-là directement, la première chose que je me dis, c'est quand il sera chez le client, on va faire la même chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Hyper intéressant. Mais et puis l'énergie. Qu'est-ce que tu dégages dans l'entretien? Et puis quand on est dans l'excellence, on veut pas des moutons. Il va falloir beaucoup d'énergie pour entraîner les gens en interne. Quand ça fait 6 mois qu'on n'a pas closé et qu'on est dessus, il va falloir garder les troupes motivées en interne et garder cette même excitation avec le client. Yes. Donc c'est là l'opiniâtreté.
Eh ben top. Si je résume, tu as commencé par nous dire, pour bien recruter, il faut déjà travailler son attractivité. Qu'est-ce qu'on dit à de bons candidats pour leur donner envie de bosser chez toi, en gros. Ensuite, tu m'as parlé d'ADN, de caractère, de tempérament, d'intelligence situationnelle, relationnelle. Tu as parlé aussi de curiosité, très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup la question, la remarque que tu disais où on juge les gens aux questions qu'ils posent et pas aux réponses qu'ils donnent. Et finalement, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure en entretien. Je trouve que les bons rendez-vous, c'est souvent quand tu poses des bonnes questions et que ton interlocuteur, tu le fais réfléchir. Et ben là, en fait, il se dit qu'il a tout intérêt à bosser avec toi parce que tu vas lui apporter de la valeur, en fait. Alors, en psychologie, et je t'invite à repenser à toutes les personnes que tu as eues dans ta vie, y compris tes parents, sur lesquels tu avais une opinion hyper stricte et tu pensais que tu avais 100% raison, et ils t'ont posé des questions, ils t'ont invité, et puis ensuite tu as réfléchi et tu t'es dit, mais merde, ils ont 100% raison, ou en tout cas, j'avais pas vu ça sous le bon angle, et le niveau de reconnaissance et d'estime que tu avais pour ces gens qui t'ont amené à évoluer. Donc ces bonnes questions, quand elles sont posées, les tough questions, donc on traduit ces questions difficiles, quand tu as le courage, et ça demande du courage de les poser, mais de manière intelligente, et que tu as gagné le droit de les poser, ton interlocuteur se rend compte, tu lui apportes de la valeur et tu montes en estime. Bien sûr. Et une bonne vente, elle se fait quand tu es dans une relation de parité, c'est-à-dire qu'il y a de l'estime des deux côtés et qu'on n'est pas en train d'essayer de s'arnaquer l'un l'autre, et qu'on respecte et qu'on comprend les positions de l'un l'autre. Et on confond souvent le fait de vouloir avoir le dernier mot avec le fait d'avoir une position, d'être capable de l'argumenter, de la défendre et de la tenir. C'est deux choses différentes. Et je rebondis, tu as parlé d'attractivité, c'est peut-être le point important aussi. Et ça vient avec la culture. Les A-players, ils viennent pas pour l'argent. C'est pas leur sujet. L'argent, ils en ont déjà, la boîte essaye de les retenir, ils ont déjà été spotés sur le marché. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est devenir un A-player plus, ou A-player sur le poste suivant. Donc ce qu'ils veulent, les A-players, ils veulent toujours apprendre, ils veulent être développés. Ils veulent avoir un environnement dans lequel c'est le plus compétitif et le plus concurrentiel, comme les grands sportifs, et ils veulent être poussés. Et donc, l'argent, c'est qu'une conséquence. Bien sûr qu'il y a une discussion. Et quand je suis là, je suis obligé d'être sur le marché, de savoir que les meilleurs, il y a un prix qu'il faut savoir et que je dois le faire en interne, le faire remonter. Et c'est au prorata des quotas que je vais leur mettre. Et de la même manière, je leur vends un challenge. Genre, je leur dis, cette boîte-là, elle t'apporte ça. Tu vas pouvoir te réaliser comme si. Maintenant, c'est dur. Je passe mon temps en Sales Academy à dire, les gars, ce que vous faites, vous êtes l'élite de l'élite, la crème de la crème, mais vous êtes dans l'endroit le plus difficile. Si c'était simple, on embaucherait des singes. Ils doivent bien le prendre. Et je leur force à répéter. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec une évidence ou qui me dit un truc, je lui dis, si c'était simple, et il y en a toujours un qui a fini parce que tellement je leur abreuve ça, il dit, on emploierait des singes. Mais c'est simplement pour qu'ils gardent cet ADN aussi d'humilité. De simplicité, quoi. De toute façon, le boulard, l'ego, ça sert à rien en vente. Et surtout dans ce domaine-là, on gagne jamais. Le client, il a raison, et des fois, il n'a pas la connaissance, et il va falloir faire avec, et il va falloir se développer. Yes. Si on parle de rémunération, justement, ça gagne combien selon toi un A-player? Je te pose la question puisqu'on vient de sortir il y a quelques jours notre étude annuelle des salaires par secteur d'activité et par niveau d'expérience. Donc ton avis sur la question m'intéresse. Dans les grosses boîtes, alors moi j'ai fait que des boîtes américaines, dans du software, dans l'innovation, les packages, on va être entre 150 et 250 000 balles. Donc on gagne très Hors RSU, on fait partie des 5% des Français les mieux payés. C'est ça. Après, on est surtout dans des boîtes américaines, on est sur un siège éjectable, on est sur un reporting au quarter, sans aucune compromission. Enfin, l'iceberg qu'il y a derrière ce package, il est... Tu peux même dire 1%. Voilà. Oui, ou des 1% de... Voilà, c'est phénoménal. Ok. Et comment tu fais pour former tes commerciaux, justement, les fidéliser, leur permettre de surperformer dans le temps? Comment tu façonnes, en fait, tes A-players? Grosse question. Dans l'attractivité aussi, je pense que c'est un point important. C'est sûr. C'est les A-players veulent être avec des A-players. Donc ça, t'as pas le droit à beaucoup de choses. Ça demande énormément d'exigences du côté du management. Un A-player veut être avec des A-players. Ce que j'appelle swimming with sharks. Nager avec les requins. Soit tu nages avec et t'es un grand squal, t'es en haut de la chaîne, soit tu te fais dévorer, tout ça. T'es une carpe, tu te fais dévorer. Notre CEO a cette formule et il dit, écoutez, ce qui tue toutes les entreprises, c'est les B-players, les B-players, enfin les joueurs de division 2.
Les A-players, tout le monde les connaît. C'est ceux qui réussissent. Tout le monde veut bosser avec eux. Les C-players, c'est pareil, mais de l'autre côté du spectre. Personne veut bosser avec eux. Ils réussissent jamais. Les A-players, ils sont promus. Les C-players, ils sont sortis. Ce qui tue, c'est les B. Ceux qui sont ni A, ni C. Votre métier, c'est de presser. De presser les gens, de leur fixer des objectifs, de les mettre dans des situations difficiles, et à eux de choisir, et de relever la balle et de se dire, soit vous devenez un A, soit vous devenez un C, vous connaissez la suite. Voilà. Donc c'est très important de garder à l'esprit que les A-players vont être avec des A-players dans une culture de A-players. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de leur donner des objectifs ambitieux et de les challenger. Okay. S'ils sont dans leur zone de confort, d'abord ils vont ralentir, ensuite ils vont pas se stretcher. Il faut qu'il y ait un challenge à leur hauteur. La deuxième, c'est qu'il faut les former. Donc il faut s'assurer qu'ils ont le niveau sur le produit, sur le message technique quand tu vends un produit technique, qu'ils aient au moins le vernis, parce qu'ils vont vendre complexe, tu vends de la technologie dont les bénéfices sont au métier. Donc, faut être capable de parler à la technique de quel bénéfice métier, faut être parlé au business métier, de lui expliquer pourquoi cette fonctionnalité technique va lui apporter ou le rendre plus efficace dans son métier et faire la navette entre les deux. Donc, t'es pas seulement, il faut connaître ton produit pour les techniques, ton produit pour le métier. Ensuite, il faut connaître la méthodologie de vente. Il faut l'avoir pratiquée et cette méthodologie de vente, elle a plein de facteurs. Qu'est-ce que c'est qu'être bon à la préparation? Qu'est-ce que c'est être bon à l'identification des bonnes cibles? Alors, les sales, je dis toujours, à la fin, vous pouvez avoir que 2 activités. PG, VO. PG, c'est Pipeline Generation, c'est toutes les activités que vous menez, aller sur des salons, envoyer des emails, passer des appels, aller voir tout ce que vous faites pour détecter et générer une nouvelle opportunité, une valide opportunité, une VO. Okay. Et une VO, c'est à partir du moment où vous avez fait un premier rendez-vous et que vous avez détecté qu'il y a une problématique qu'on pourrait adresser, vous créez une entrée dans le CRM et votre métier, c'est de dérouler de toutes les activités qui vont permettre de dérouler depuis le moment où vous l'avez initié jusqu'à son moment où vous le closez, puis accompagner le client. Si en tant que sales, vous faites une activité qui ne peut pas être attachée à ces 2 piliers, vous perdez votre temps, vous perdez le mien, vous perdez ce que vous avez. Voilà, donc il y a d'abord cette formation de toutes les étapes. Et il y a à conceptualiser, c'est quoi le sales process? C'est quoi les grands blocs dont vous avez besoin? Et puis après, derrière, c'est des formations. Donc on commence par la Sales Academy, dans laquelle on fait 2 jours sur les fondamentaux. Et ensuite, on fait des dev sessions à intervalles réguliers. Donc on a déjà des formations produits, métiers, et on a des formations sur l'art de la vente. Qu'est-ce qu'un champion? Comment on développe un champion? Access to EV. Donc, comment on accède au décideur final? Quelles sont les étapes? Quelles sont les choses? Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer? Il y a un bon bouquin qui s'appelle Spin Selling. Et à la fin, il dit, on se focalise beaucoup sur le savoir, on se focalise jamais sur comment apprendre. C'est-à-dire qu'il distingue, quand je fais une formation, c'est du savoir livresque, mais ça ne nous intéresse pas le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est que les gars aient des compétences. Donc, comment un savoir se transforme en compétence? Et les gens après, c'est en psychologie, on apprend quand on attache une émotion à un savoir. Donc, il faut qu'on ait expérimenté le savoir qu'on ait eu pour pouvoir le réaliser et le métaboliser. En fait, en t'écoutant parler, j'ai l'impression de parler à un psychiatre de la vente. Quand on va loin en fait dans la vente, au final, people buy from people, et une fois qu'on a enlevé tout le flou autour des outils, autour du digital, autour de tout ce qu'on veut, il reste qu'à la fin, il y a un humain qui va décider sur des critères, qui a un besoin et qui va le faire pour d'autres humains. Si tu oublies jamais qu'il y a un humain à toute une chaîne, tu verras que il y a beaucoup de psychologie. Mais on le voit d'ailleurs, je te coupe, mais à compétence égale, c'est souvent le relationnel que tu as créé avec la personne en face qui fait la différence. Et alors, on ne prône pas non plus à 100% de tout baser sur le background relationnel, bien évidemment, mais c'est aujourd'hui de plus en plus ce qui fait défaut aux commerciaux qui sont un peu comme des robots à dérouler leur cycle de vente et oublier qu'en face, il y a quelqu'un qui a des émotions également et qui ressent des choses, et il faut le prendre en considération, quoi. Alors, je finis sur le point avant, puis on parlera des pains et des différents niveaux de pain. Je disais juste sur Spin Selling, il y a une méthodologie qui dit, en fait, une fois que vous avez fini une formation dans laquelle on vous a donné du savoir livresque, il va falloir le mettre en œuvre. Et donc, je vous donne 3 règles basiques qui sont toujours privilégier le volume et la quantité sur la qualité. Quand vous voulez apprendre une nouvelle compétence, il faut faire plein d'essais pour échouer beaucoup. Bien sûr. Donc, ne vous dites pas, je vais faire
un essai, ça marche pas, j'arrête. Faites 10, 15 essais. Donc dans la formation, je fais quasiment que de la mise en situation et du roleplay. Quand les gens disent oui, je poserai telle question, tout à fait. Donc moi je vais jouer le client, tu vas jouer on y va. Ouais. Et on va mettre tous tes collègues autour et on va écouter, on va débriefer. Parce que faire ta session de formation face à tous ces collègues quand t'es 30 dans une salle et ils vont regarder ce que tu fais, ça n'a rien à voir à réciter quelque chose devant un PC. Bien sûr. Et donc toujours les mettre dans des situations de stress, pas de manière positive. Quand je dis stress, mais en tout cas, on a un dicton qui dit sweat more in training, bleed less in battle. Transpire plus fort dans l'entraînement et tu saigneras moins sur le champ de bataille. Donc on essaye que ça soit plus dur dans la mise en situation dans la boîte, de manière à ce que ça soit plus naturel. Et puis c'est la répétition, que ça soit plus fluide. Le deuxième conseil, c'est il faut au moins essayer 3 fois. Si t'as pas essayé 3 fois, c'est que t'as pas été jusqu'au bout d'un test. Okay. Et le dernier point, c'est tu n'essayes jamais dans une situation critique. Tu veux essayer une nouvelle question critique ou une question un peu difficile, tu vas pas le faire le jour où c'est la vente la plus importante de toute la boîte, où tu as ton PDG. Des fois, tu vas aller voir des gens et c'est pareil de l'autre côté, tu vas essayer des choses quand t'as pas d'enjeu pour t'évaluer et t'apprécier. Et ça derrière aussi, donc ça je te disais, c'est des points formels. Et puis après, nous on a une culture du feedback. Donc on a dans les qualités qu'on recherche, c'est la coachabilité. La coachabilité, c'est ta capacité à recevoir un feedback positif ou négatif, et à agir quasiment instantanément dessus. J'avais un sales, qui est, peut-être que tu l'intervieweras, qui est Alexis Delplan, qui maintenant est, qui a rejoint sa start-up, qui nous a quittés parce qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Okay. Et Alexis, c'était un morpion, mais c'était phénoménal. Je lui disais quelque chose, dans les 10 minutes après, regarde ma présentation, qu'est-ce que t'en penses? Non, il y a trop de slides. Top, il était reparti. 2 secondes après, il revenait. Jusqu'à 4 fois dans les 10 minutes avant que j'aille dans un rendez-vous, il avait ajusté, il repartait. Il est devenu top performer l'année 1, dans l'année 2, il était déjà dans les top 3 contributeurs de la région. Cet ADN-là de coachabilité, d'instantanéité, d'adaptabilité, c'est Darwin. Les meilleurs, c'est ceux qui s'adaptent le plus vite. Et je revenais juste sur les pains. Je dis, il y a 3 niveaux de pain. Il y a la business pain. Ah là, notre concurrent, il est là, il faut qu'on fasse 5% de marge, et là, aujourd'hui, on est à 2, on a un trou. Il y a la technical pain. On n'arrive pas à avoir ces 3% parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un outil qui nous permette de réconcilier toutes les informations sur nos clients et qui nous permette d'avoir une vue à 360 des différents points de contact, et peut-être qu'on pourrait lui pousser un produit qui va nous arriver là. Et puis à la fin, et ça décide pourquoi l'entreprise, elle doit faire quelque chose et pourquoi la personne, elle doit faire quelque chose. Et puis en bas, il y a ce qu'on appelle la personal pain. C'est qu'est-ce qui se passe pour la personne si ce problème n'est pas résolu. Et très souvent, c'est ce qui est le plus difficile à identifier, c'est de dire, mais si je fais pas ça, je vais pas avoir mon bonus. Et si j'ai pas à avoir mon bonus, je vais repartir avec ma vieille 505 break. Je vais pas avoir ma nouvelle voiture et je vais avoir ma femme sur le dos et tous mes potes vont se foutre de ma gueule parce que je vais encore partir avec le coffre de toit. Personne ne va te donner ça au premier rendez-vous. Et c'est toujours et alors ça, la personal pain, c'est ce qui conduit l'urgence. Pourquoi la personne, elle va vouloir travailler avec toi et elle va vouloir travailler vite. Mais ça, tu l'as jamais dans un premier rendez-vous. Et parfois, tu ne vas pas l'avoir de façon explicite, tu vas le déduire, tu vas comprendre. Deviner, bien sûr. Et c'est ça dans une vente complexe. Et dans une vente complexe à la fin, c'est ça qui est le plus difficile à comprendre. Notamment dans les jeux de pouvoir, c'est pas toujours linéaire, les choses sont pas forcément dites, tu dois déduire les choses qui se passent entre le président, le DG, la direction commerciale, etc. Mais très intéressant en tout cas, de ce que je retiens de tes points, t'as parlé de l'entraînement. On revient aux fondamentaux et comme tu l'as dit, c'est d'autant plus intéressant de mettre en situation, dans des situations complexes, stressantes, qui sortent les commerciaux justement de leur zone de confort en use case pour que derrière le terrain soit plus facile. Et effectivement, quand tu mets en situation un commercial devant ses 29 autres petits camarades, le jour où il se retrouve en face de son interlocuteur unique, il est dans sa zone de confort presque. Un point qui était très intéressant aussi, c'est d'avoir différentes cultures et différents niveaux de maturité. J'avais des équipes avec des gens qui m'avaient accompagné dès le début. Quand on a fait ces verticalisations, on a changé. Et en fait, j'avais des gens qui étaient des très matures chez Snowflake, qui étaient très bons. Et j'ai recruté des jeunes qui venaient de SAP, principalement, qui sont extrêmement talentueux. Et des deux côtés, il y avait des barons un peu établis. Et de l'autre côté, il y avait des jeunes loups à qui on avait lavé le cerveau chez SAP en leur disant qu'ils étaient exceptionnels, excellents. Et en fait, le fait de les mettre dans la même équipe, ils se regardent un peu en chien de fusil et les anciens disent oh là là, mais ils sont en train de bouffer dans ma gamelle et ils sont en train de me pousser, ou en tout cas, quelle fraîcheur, quel impact, quel enjeu.
Et de l'autre côté, les mecs se disent, je pensais que j'étais au top du top. Alors les mecs, chez moi, hein, ça prend homme, femme, miel, enfin je suis pas, c'est mon tic de langage, mais toutes les recrues que j'ai, les plus jeunes se disent, waouh, il y a un niveau d'expertise et de delivery qui est dingue. Ouais. Ça monte. Et ça émule tout le monde. Bien sûr. Voilà. Et en tant que manager, pour gérer ces équipes-là avec ces gens-là, il faut bosser pour arriver à avoir au moins leur respect et leur écoute. C'est un challenge de tous les jours. Donc on disait l'entraînement, on disait aussi essayer au moins 3 fois une chose avant de se dire ça marche pas. Et d'ailleurs tous les champions ont à un moment donné appris par des erreurs. D'ailleurs qu'est-ce que c'est que l'expérience ? C'est le mot qu'on met sur ces erreurs bien souvent. Travailler le sens de l'adaptation dont tu parlais, le côté caméléon d'Alexis que tu citais pour exemple, et le dernier point que tu viens de reprendre à l'instant. Si on parle maintenant de vente complexe et des grands comptes, est-ce que tu peux nous dire justement comment se passe un cycle de vente chez Snowflake ? Quelles sont les grandes étapes ? Quels sont les décideurs que vous adressez et la durée du cycle de vente grosso modo ? Ouais, donc les cycles de vente chez nous sur les grands comptes, ça va être essentiellement entre 9 et 18 mois. Quand même, ok. Ouais, quand même. C'est pas. Faut être patient, résilient. C'est résilient. La vente complexe, elle sous-entend qu'on est sur des entreprises sur lesquelles il y a des gros potentiels. C'est ça. Il existe quelques niches dans lesquelles ce sont des entreprises de petite taille, mais par exemple dans les entreprises qui font de la technologie, on a parfois des entreprises de 100, 200 personnes, mais dont le cœur de métier c'est la data, donc on est leur colonne vertébrale. Ouais. Donc là, ça peut être des gros clients petits, mais sinon le reste du marché, ça va être les organisations du CAC 40 comme tout le monde, le SBF 120, et on va se retrouver sur des entreprises avec des milliers de personnes, des problématiques mondiales, des organisations très complexes. Qui c'est qu'on adresse ? Ça, c'est le persona habituel. On va adresser plutôt des équipes data. On va adresser des CXO. Donc, ceux qui sont intéressés par la data, ça va être les Chief Data Officer, Chief Digital Officer, Chief Transformation Officer, Chief Technology Officer et Chief Information, le fameux DSI. Puis ensuite, on va avoir les patrons de lignes métiers qui vont bénéficier de l'usage de la data. Ok. Et bien assez souvent dans ces entreprises-là, on a quand même 3 strates. On a la strate métier, on a la strate intermédiaire qui gère la transformation, les gens, les budgets, les formations, les équipes. Et puis après, on a les équipes techniques. Et un gros sujet dans la vente complexe, c'est d'identifier les différents acteurs sur les thématiques qu'on adresse sur ces 3 pôles. Et c'est assez souvent, on fait souvent le Sherpa, comme dans la politique, on fait la navette entre les différentes entités, parce que dans un grand groupe, on a souvent une vue parcellaire du problème, de la problématique. Et finalement, quand les gens sont sur des sites différents, même si c'est la même entreprise, on est parfois le vecteur de l'information, de l'alignement et de la cohérence. Ok, top. On est sur des deals en moyenne à combien ? C'est quoi le panier moyen ? Oh là, on va chercher des deals. On va chercher entre 500 000 et l'an dernier, j'ai fait 19 millions sur le plus gros deal. Voilà. Sympa. Ok. Comment est-ce qu'on approche commercialement des grands comptes comme des Monoprix, des Accor, des RATP, d'HubSpot ? Comment on craque le marché des grands comptes en fait ? Alors, il y a un gros travail d'abord de recherche sur qui sont les fameuses ICP, mais qui sont les clients. Donc quels sont. Il y a un travail de recherche interne. Chez qui on l'a déjà fait ailleurs ? Qui sont les personnes à qui on a vendu, quelles problématiques elles avaient, quels bénéfices et quels problèmes elles ont rencontrés, quels bénéfices. Donc il y a un gros travail. Ça, c'est essentiellement fait par le marketing, mais il faut quand même se l'approprier et voir quels sont les écarts entre dans les autres pays et chez nous. Le deuxième, une fois qu'on a fait ça et qu'on a ces profils, il faut l'appliquer sur son territoire, donc territory planning, il faut regarder dans tout le territoire et classer en fonction de quels sont ceux qui sont le plus proches de ça. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape sales play, c'est-à-dire sur ces entreprises qui répondent bien avec qui on a fait, quels sont les différents scénarios de vente ? Est-ce que j'adresse la cybersécurité ? Est-ce que j'adresse la consolidation financière ? Est-ce que j'adresse la mise en conformité avec la nouvelle réglementation qui sort ? Ou des sujets, des sales play qui peuvent être techniques ? Comment je consolide les différentes technologies qu'ils ont depuis 10 ans en une seule et je réduis les coûts ? Voilà. Donc quels sont les sales play que je sélectionne et je les classe ? Et puis il y a une troisième étape, c'est qu'une fois que j'ai sélectionné mes sales play, qui sont les personnes que je veux attaquer. Enfin, quand je dis attaquer, le mot est peut-être... ciblé. Voilà. Quelles sont les personnes, en tout cas, qui peuvent être intéressées par ce que j'ai raconté. Et à partir de là, il y a toute une réflexion sur la stratégie de nurturing, de comment je vais intéresser cette personne et l'amener à m'écouter.
Donc il y a, est-ce que je lui envoie du contenu, est-ce que je lui envoie des mails, est-ce que j'essaye d'aller la voir sur un forum, est-ce que j'ai un partenaire à moi qui travaille déjà avec lui, avec qui je peux avoir une relation humaine. Et il y a un gros sujet de fournir d'abord de la valeur. Si on veut être crédible sur les ventes longues, le relationnel c'est qu'un plus. C'est clair. On peut faire du business avec quelqu'un qui ne vous aime pas, mais qui vous respectera pour la valeur que vous lui apportez, que vous l'aidez. Et le nurturing a d'autant plus d'importance sur les grands comptes, et c'est pour ça qu'on a des services market qui sont avant tout centralisés sur l'enterprise que le SMB ou le high velocity, quoi. Voilà. Et donc le premier sujet, c'est dans la formulation de ce qu'on va lui amener, de ce qu'on a vu ailleurs, de ce qu'on a lu dans la presse, et c'est toujours essayer de tourner en disant voilà, on a lu dans la presse, vous avez fait ça, vous avez telle déclaration, on a fait ça chez tel client, est-ce que vous seriez intéressé de savoir comment on l'a accompagné de faire ça à ça. Okay. Donc on est vraiment basé sur les succès en fait précédents. Ok. Et puis après, il y a tous les éléments que j'ai dit. Est-ce que ça peut être par un réseau humain? Est-ce qu'à l'intérieur de l'équipe, il y a quelqu'un qui a déjà fait du business avec lui, qui le connaît? Il y a une analyse de son parcours. Est-ce qu'il n'a pas été dans une entreprise qui était client? Voilà. Énorme travail de recherche. Ok, top. C'est parfois un peu compliqué d'ailleurs d'adresser les bonnes personnes dans ces grands comptes. Est-ce que tu as une technique innovante pour faire une bonne power map, tout de suite trouver le bon décisionnaire? Absolument pas. Alors, on m'a souvent demandé quelle est la recette miracle de la vente. Donc, écoute, je vais pour toi et en exclusivité sur le coup, je vais la dévoiler. Vas-y. La recette, en fait, c'est qu'il y en a pas. Tout le monde la connaît. Ce qui fait la différence, c'est l'exécution. Ouais. Donc, quand tu as fait ce que je viens de te dire, quand tu vas résoudre dans l'entreprise, il y a toujours des gens à la technique ou en bas qui vont te répondre et qui vont te donner des infos. Et au bout de une dizaine de meetings, de coups de téléphone et d'éléments que tu vas avoir, même si ton entreprise, elle fait 100 000 personnes dans le monde, sur la thématique et le besoin que tu adresses, tu vas te retrouver sur un écosystème de 30 personnes. Et dans tes 30 personnes, tu auras une proportion de 20 personnes qui opèrent, 4 ou 5 personnes intermédiaires et 3 décideurs clés. Et donc assez rapidement, quand tu fais ce travail de collecte, d'information, et avec chaque personne, tu lui apportes et tu récupères, ta power map, tu vas pouvoir la faire assez rapidement. Deuxièmement, je te dis l'exécution. Tout ce travail de recherche que je te dis, les Japonais parlent du recherche du précédent. Tu n'attaques jamais, tu ne travailles jamais sur une problématique dans une entreprise japonaise tant que tu n'as pas fait la recherche du précédent. C'est-à-dire, tu as exploré dans les archives de l'entreprise si on n'a pas une situation identique et tu as regardé tous les facteurs qui pourraient t'amener à penser que ça pourrait être la même. Alors, on est dans un extrême japonais, mais est-ce que tu as même encore aujourd'hui, je leur dis, on a un écosystème de peut-être une 60aine de partenaires. On a un écosystème de partenaires technologiques d'au moins une 20aine de partenaires stratégiques. As-tu appelé chacun de tes homologues et est-ce que tu as creusé? Est-ce que tu as tapé le mot-clé du nom de ta personne? Est-ce que tu as lu son LinkedIn? Est-ce que tu as regardé toutes ses publications? Est-ce que tu as regardé qui dans notre écosystème l'aime? Voilà. Le secret de la préparation. Ok. Un peu plus tôt dans l'épisode, tu parlais d'automatisation de certaines tâches. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années qui vous a fait gagner en efficacité, en temps? Je t'avais dit en préambule, d'abord, l'outil dans la vente, ça reste qu'un supplément. Le cœur, moi j'ai appris, en fait, quand on était chez DNC, on dit la vente, c'est comme de l'artisanat. Donc on apprend à apprendre, on fabrique ses propres outils. Si tu me demandes de commencer une boîte demain, que j'ai un Excel ou même une feuille de papier, je te construirai tout un processus autour parce que j'ai toute la méthodologie et les éléments. Les outils, ils viennent qu'accélérer et décupler. On avait déjà beaucoup d'outils qui sont à disposition. On a un CRM de haut niveau qui est Salesforce, on a des outils, on a un Outreach pour faire du mass mailing. Et encore une fois, les outils de mass mailing aujourd'hui, tout le monde programme des séquences de 50 emails qui suivent, on perd le sens. Donc c'est pas personnalisé. Voilà. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si tu mets pas de l'intelligence derrière la manière dont tu utilises les outils, tu sors pas grand-chose. Non, ce qui est pas mal et ce qu'on a pas mal automatisé, c'est au travers c'est au travers de l'outil Tableau et de la mobilisation des propres données qu'on avait en interne. Donc comprendre nos clients, recouper leurs usages dans ce qu'on a le droit de voir avec les templates, les croiser avec les données sur les territoires, les données avec les autres territoires. On arrive à avoir une bien meilleure compréhension de là où est le client, quelle est sa problématique, comment on peut l'accompagner à l'étape suivante. Sur la méthodologie de vente, là, on travaille beaucoup aujourd'hui. Dans un premier temps, c'était de créer les histoires de vente. Là, aujourd'hui, c'est de capturer la connaissance fine et le détail des success stories avec nos clients existants, les use cases, de les documenter, les formaliser. Et c'est dans le partage et dans l'industrialisation de la capture et du partage dans les équipes qu'on est le plus efficace. Ok, hyper intéressant.
Quelques dernières questions de fin rapides, parce que je vois que le temps tourne. Bon, je te demande pas quels sont les outils Wahoo que vous utilisez. Tu m'as parlé déjà de Salesforce, d'Outreach, donc vous avez déjà pas mal d'outils. Le téléphone. Donc quelques questions rapides de fin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Question piège, hein. Ah non, j'aime bien ça. C'est une excellente question. Réfléchis peut-être. En attendant, je vais te poser une autre question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à l'ingénieur agroalimentaire que t'étais quand tu as commencé justement il y a 20 ans? Il faut rêver, et il faut rêver très 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 fort. Il y a que les morts qui rêvent plus. Je m'étais mis, en fait, quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans un moule. Et je m'étais mis tellement de barrières sur le champ de ce qui est pas possible. Ouais, bien sûr. Et en fait, l'an dernier, mon deal à 19 millions. Quand on a commencé, mon commercial disait, ouais, ça va être un renouvellement, puis on va faire entre 3 et 5 millions. Et puis on va le faire à la fin de l'année, puis ça va prendre 12 mois. Et je lui ai dit non. On va le faire un trimestre avant. On va pas faire un renouvellement parce que je comprends pas. On va faire un partenariat avec ce client et on va et on va construire quelque chose qui va changer son business et qui va dépasser toutes les espérances. Et tu vas mettre le montant le plus élevé, pas parce que c'est l'argent qu'on veut, mais parce que ça correspond à l'enjeu de ce client. Et je reste sur le rêve que moi je voudrais faire un contrat de 100 millions sur 5 ans. Je voudrais faire un truc comme a fait à l'époque BP2I et la joint venture si tu connais la petite histoire, la joint venture entre IBM et puis BNP Paribas, Ouais. ça s'est décidé à l'arrière d'une salle de restaurant sur une nappe. J'adore. En se disant, puisqu'on a tellement d'enjeux communs, et si on faisait une joint venture, et si on faisait une entreprise commune, et si on faisait quelque chose et qu'on mettait en mutualisé. Donc, on sort d'un cadre commercial complètement formel dans lequel t'achètes, j'ai un contrat, il n'y a plus rien, on crée quelque chose. Voilà. J'adore. La vente complexe, c'est aussi ça. C'est tellement de créativité et d'essayer d'ouvrir le champ des possibles chez tout le monde. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, ça me rappelle à une phrase d'Ellen Johnson qui dit si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Donc, Génial. Est-ce que t'as un ou deux livres à recommander à nos auditeurs qui t'ont marqué? J'ai une bibliothèque. Alors, un ou deux, j'ai dit. Ouais, parce que j'ai beaucoup de livres fondamentaux sur la vente et puis aujourd'hui je fais beaucoup de livres sur le leadership. Récent, parce que des livres old school, old school, je suis méchant, mais des livres, des grands fondamentaux, on en a pas mal. Alors Sun Tzu, l'art de la guerre. Ok, très bien. On l'a pas C'est dit, avant toute chose, parce qu'en fait celui-là, il a 2000 ans et en fait il s'applique dans toutes les situations, il s'applique à la vente, il s'applique à la politique. Ouais. Et il formalise quelque part, alors c'est vraiment extrêmement intelligent, il formalise toutes les situations, tous les facteurs qu'on doit maîtriser dans quelles que soient ces situations et l'envisager. Agilité, adaptabilité. Voilà. Après, je te dirais, dans les classiques de la vente, c'est Challenger Sales, c'est The New Power-Based Selling, c'est Spin Selling. Dans l'organisation, c'est Execute the Art of Getting Things Done. Ouais. Ça, c'est vraiment la clé. J'ai lu dernièrement, alors je vais faire un coming out qui va me valoir d'être banni. J'ai lu dernièrement It Start by the Why de Simon Sinek. Bien sûr. Et j'aime pas Simon Sinek. Je le trouve pontifiant et. Ok. Bon, voilà. Mais j'ai lu son bouquin. Et en fait, il pose des bons fondamentaux et aujourd'hui, j'applique toujours cette question de à quoi ça sert ce qu'on fait, monsieur le client? De quoi on discute et pourquoi? Quel est le sens à notre démarche? Pourquoi vous me parlez à moi? Je comprends pas le sens que vous avez, dites-moi. Et je suis en train d'en lire un sur le management qui est pas mal, qui est Extreme Ownership, qui a été fait en fait par deux Navy Seals, qui étaient en fait des patrons d'équipe en Irak, et qui racontent en fait quels sont les principes. Et ça rejoint en fait ce que je te disais tout à l'heure, quels sont les principes qui donnent en fait aux Navy Seals, donc aux forces spéciales américaines, les 10 principes fondamentaux pour du leadership des équipes qui sont amenées à en travailler dans des conditions extrêmes ou qui doivent être la crème de la crème. Un point par exemple, c'était delegate the closet to the field, c'est-à-dire tu dois former tes équipes si elles sont sur un champ de bataille et que la radio est coupée. Tes équipes doivent avoir de l'ordre de mission et d'avoir la capacité de s'adapter instantanément à une situation sur laquelle tu as aucun contrôle et tu es derrière ton micro et tu ne peux plus. Tu es level 2, level 3, tu ne peux pas influer. C'est le professeur dans Casa de Papel, quoi. Donc il faut que les gens puissent le faire. Donc tu n'es pas au quotidien
la personne la plus apte de juger, de prendre une décision dans une situation. Ouais. Si tu l'as recruté, tu lui as donné les fondamentaux, c'est la personne. Donc après, derrière, c'est l'humain et c'est la confiance. Eh ben top. Je pense qu'on a fait le tour. Écoute, Yvan, moi quand tu me parles de Simon Sinek et vu que tu m'as parlé de l'armée, des forces spéciales, il faut absolument que tu lises un bouquin que j'ai lu l'été dernier qui s'appelle Les vrais leaders se servent en dernier. Et je pense que ça va te parler. Ouais. Et pour répondre à ta dernière question, quel est le meilleur conseil? Je sais pas s'il y a un conseil qui est meilleur qu'on m'ait donné. Par contre, c'est l'inspiration. Je me souviens de Cédric Pêche. Ok. Sur une session, il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur qu'est-ce que tu penses du cours de bourse? Et il nous dit, les gars, j'en sais rien et personne n'en sait rien. Et voilà le cercle d'influence. Ça, c'est moi. Il y a un premier cercle, c'est sur ce que vous pouvez penser. Et ça, c'est le deuxième, c'est ce sur quoi vous n'avez pas action. Donc, vous posez pas de questions sur le deuxième. Et ça vient d'un bouquin qui s'appelle Seven Habits of Highly Efficient People. Et à partir de là, Cédric, il passait son temps à nous donner des éléments qui venaient des livres. Et c'est peut-être plus le comportement, c'est de voir qu'en fait, dans les livres, il y a déjà écrit ce que j'ai déjà dit sur un autre podcast. 99,9 de toutes les situations de la vente, de la plus simple à la plus complexe, elle a déjà été rencontrée et formalisée dans un bouquin. Le point, c'est de le lire et réfléchir à comment on peut se l'approprier et puis de le mettre en œuvre. Voilà, ce serait mon meilleur conseil. Ok. Eh ben super, Yvan. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes bons conseils. On est vraiment allé sur des sujets concrets. On a parlé de A-player, de grands comptes, de vente complexe. Vraiment top. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup. Vive la vente. À bientôt.